Bonjour à tous, merci pour votre présence. Le micro bien près. Oui. On va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Yves Satillan, je suis Scrum Master, coach agile et formateur pour la société Viveris. Je suis aussi membre de la communauté agile Viveris. Oui. Bonjour, alors moi je suis l'autre, Paul, donc je suis réalisateur. Donc vous aurez pu remarquer peut-être une certaine similitude entre nos deux patronymes. De fait, nous sommes frères. Un grand merci aux sponsors d'Agile Lyon, sans lesquels la conférence ne pourrait pas se tenir. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vous parler de la réalisation du film Fifi, mais d'un point de vue particulier en fait, de mon point de vue de Scrum Master, pour aborder des questions finalement, quelles valeurs et principes ont guidé l'élaboration du film, comment a été vécue cette aventure collective, et en quoi cette expérience est susceptible de nous inspirer. C'est quoi finalement les valeurs mises en jeu spontanément dans ce processus de réalisation d'un film. Nos motivations, c'est le plaisir de vous partager cette aventure, et aussi d'un point de vue particulier, c'est-à-dire que Paul, lui, a un profil plus littéraire, et après s'est dirigé vers le cinéma, moi un profil plus scientifique, je suis devenu Scrum Master, et ça nous semblait intéressant finalement de voir finalement le point commun entre nos travails, qui est finalement de travailler dans une équipe qui va vers un objectif commun, et de voir finalement, de s'ouvrir un peu chacun mutuellement au travail de l'autre, et voir en quoi cette ouverture mutuelle est enrichissante. Alors le film Fifi, donc Fifi c'est son titre, je l'ai pas réalisé tout seul, j'ai réalisé, écrit et réalisé avec Jeanne Aslan, que vous pouvez voir là, qui est ma femme, comme dirait le lieutenant Colombo. C'est un premier long métrage, on avait déjà réalisé chacun de notre côté des courts métrages, on avait déjà coécrit ensemble, c'était notre première réalisation commune et notre premier long métrage. Le film est en partie autobiographique, il s'inspire de souvenirs d'enfance et de jeunesse de Jeanne dans des HLM de Lorraine et il s'inspire un peu indirectement de notre propre expérience, de notre propre rencontre, puisque nous venons tous les deux de deux milieux sociaux opposés. Il est interprété dans les rôles principaux que vous pouvez voir sur l'affiche par Céleste Brunkel et Quentin Dolmer, produit par Haiku Film, donc c'était aussi le premier long métrage comme producteur, et distribué par New Story. Il est sorti en salle il y a 2 ans. Alors Fifi, de quoi ça parle? Ça parle de Fifi, qui est une jeune adolescente de 15 ans qui vit donc dans un HLM de la banlieue de Nancy, dans un appartement familial surpeuplé, une famille un petit peu dysfonctionnelle, qui part pas en vacances, parce que ces gens-là sont pauvres. Donc dès qu'elle peut, elle monte sur son vélo pour aller s'aérer, aller voir ailleurs si elle y est. Et là, elle tombe sur Stéphane. Les hasards de l'histoire la mettent en présence de Stéphane, qui lui est fils de dentiste, étudie dans une école de commerce à Paris et a 23 ans. Et donc le film raconte leur rencontre et ce qu'ils vont s'apporter, les affinités inattendues qu'ils vont se découvrir, alors que tout devrait les séparer. Et le sentiment d'amitié et ce qu'ils vont s'apporter de riche, de beau mutuellement, c'est l'objet du récit. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la réalisation d'un film, et de ce film en particulier, c'est un travail de longue haleine qui a pris plusieurs années. Donc là, on a résumé les différentes phases du film les différentes phases du film dont on va vous parler là pendant cette conférence. Donc de l'idée initiale, la vision, une première version du scénario, une longue phase de réécriture, de recherche de financement, une phase de préparation, le tournage lui-même, la post-production et l'exploitation. Voilà, donc pour dire que entre la première version du scénario de Fifi et sa sortie en salle, il s'est écoulé 7 ans. Alors, chapitre 1, de l'idée initiale à la mise en production. Voilà, donc là, c'est pas le quartier où a grandi Jeanne, mais c'est un quartier de Vendeuvre à Nancy. Donc, de toute façon, tous les quartiers HLM, c'est un peu le point de départ, si vous voulez. Tous les quartiers HLM se ressemblent, c'est des bars, des tours et des fins de mois difficiles.
Alors au début, donc, on part d'une idée initiale et de l'envie de faire un film, et ça passe par évidemment l'écriture d'un scénario. Alors ce qu'on peut noter sur ce film, c'est que le scénario a été écrit en binôme. Donc moi qui suis Scrum Master, qui aime bien recommander la pratique du pair programming, qui était très appréciée dans mon équipe, je me suis posé la question, mais finalement, c'est écrire en binôme, comment ça s'est passé dans votre cas? Eh bien, très bien, ça s'est très bien passé. Non, il y a parfois des tiraillements, mais on n'est jamais vraiment tous les deux devant l'ordinateur. On écrit en fait chacun seul, mais donc là, en l'occurrence, Jeanne est plutôt du matin, voire de très tôt, et moi plutôt du soir, voire de très tard. Mais on est toujours le premier lecteur de l'autre, donc on réagit immédiatement. On peut proposer quelque chose, si on a l'impression qu'on va dans la bonne direction, au contraire qu'on commence à s'égarer, on ajuste le tir parce que il faut avoir une visée commune dès ce stade. Donc quand on parle même d'un produit autre qu'un produit cinématographique, le product owner aussi se pose des questions sur la vision. Et dans la vision, on se pose généralement la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision, avec qui elle est partagée et en quoi c'est important? Donc la base, c'est le scénario. Hein, le financement, la pièce maîtresse du financement, c'est toujours le scénario, mais pour compléter, pour les gens qui savent pas bien lire ou qui ont lu un peu vite ou un peu par-dessus la jambe, on met une note d'intention pour préciser justement ces intentions. À quoi ressemblerait le film? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Trouver d'autres mots en fait pour donner envie aux interlocuteurs financiers de voir ce film. Un mood board, c'est des images vous voyez là ici, une image d'une maison d'Alvarado, et finalement le décor final du film ressemble beaucoup. Il y avait même des chaises c'est un architecte finlandais, des chaises d'Alvarado dans le décor, ce qui est quand même surprenant. Et un piano à queue aussi, c'est ce qu'on cherchait. Et le casting qui va être un élément décisif autant du point de vue artistique que du point de vue du montage financier du film. Oui, donc après, avec qui c'est partagé cette vision? Donc, en premier lieu avec les producteurs, hein, les producteurs sont les personnes qui vont chercher et, dans le meilleur des cas, trouver les moyens de faire ce film. Mais ce sont aussi les premiers lecteurs du scénario, une fois qu'on est sorti du binôme Jeanne et Paul. Et c'est des collaborateurs artistiques on va s'accorder avec eux aussi sur ce qu'on veut faire. Et c'est les seuls collaborateurs artistiques qui vont être ici, depuis le point de départ du projet, enfin depuis le début jusqu'à la fin. Et donc c'est important pour l'obtention des financements et ensuite dans la fabrication du film pour s'accorder avec les différents collaborateurs artistiques. Voilà, on insiste sur cette partie de vision parce que c'est quelque chose qui va être décisif ensuite pendant tout le reste du processus. Et dans le cas de Fifi, c'est quoi plus précisément cette vision alors la vision, on pourrait dire le désir du film, c'est en l'occurrence comme on a un personnage pauvre. Si vous voulez, le problème au cinéma, c'est quand on parle des pauvres, c'est souvent qu'on a l'impression qu'on nous met pendant 1h30 la tête dans une poubelle. C'est que quand on se met à parler des pauvres, c'est pour parler des problèmes des pauvres, comme si c'était seulement un intérêt sociologique. Et nous, on voulait au contraire sortir de ça, ouvrir une brèche dans le quotidien de Fifi, la sortir du quotidien où elle s'enlise au début du film, et faire entrer du beau dans la vie de nos personnages. Non seulement dans la vie de Fifi, mais aussi dans celle de Stéphane, puisque les deux sont un peu paumés, au bout du compte, ils vont s'entraider un peu inconsciemment. Et donc, voilà, un extrait de ce qu'on disait en conclusion de la note d'intention. À l'heure de la prime à la radicalité et au film coup de poing, surtout dès qu'il s'agit de parler des pauvres, c'est à peine si nous osons avouer que notre ambition est de faire un film doux, beau, généreux, dont le véritable enjeu est le duel entre le prosaïsme et la grâce, entre les espoirs de jeunesse et les désillusions, entre les rêves et la réalité, et ce, quel que soit le milieu. Voilà, on sort du film social, on raconte autre chose. Alors, première difficulté, le financement. Donc, oui, c'est vrai. Alors, donc, le moment où les difficultés commencent. Donc, le producteur, j'en ai parlé, c'est celui qui va nous permettre de faire le film. Mais si vous voulez, même quand on a des retours, parce qu'on présente différents guichets. Il y a des guichets publics, des guichets privés. Donc, il y a l'avance sur recette du CNC, ce qui donne à peu près au mieux un demi-million d'euros. Donc, nous, on l'a présenté quand même 4 fois, mais on l'a jamais eu. Mais il y a aussi donc des guichets privés, des télévisions, etc. Et les distributeurs, par exemple. Et quand on a des retours, c'est important. C'est là qu'on sent est-ce qu'on est bien, on a trouvé comment dire, est-ce qu'on est bien en phase avec nos producteurs. C'est qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur ces retours. Est-ce qu'ils vont trouver que c'est juste ou est-ce qu'ils vont trouver qu'on s'égare.
Parce qu'il est possible qu'on soit induit en erreur. Ça nous est arrivé sur le scénario de Fifi. On a eu un retour d'un distributeur qui nous a envoyé dans les roses, dans les choux. Enfin, bref, de toute façon, ils n'ont pas pris le film. Donc, heureusement, parce que sinon, on aurait peut-être fait le film avec cette fin qui était complètement pourrie. Mais on s'en est bien sorti. Et à chaque retour, et donc en accord avec les producteurs, on retravaille le scénario parce que on se dit cette version en l'état, elle ne passe pas. Donc, il faut trouver le moyen de faire mieux comprendre, de faire mieux ressentir ce qu'on veut transmettre avec ce film. Et finalement, donc, à un moment, on se dit, bon, bah, là, on n'a pas réuni autant d'argent qu'espéré, mais on va faire le film quand même. Voilà, donc on passe ensuite à la prochaine phase, suite à cette décision de faire le film avec le budget limité, mais suffisant pour faire le film quand même. Donc, chapitre 2, la préparation. Oui, c'est la tour vous voyez la tour panoramique de Nancy sur les collines. Non seulement on est au-dessus de la ville, mais en plus la tour était très haute. C'est là où on a tourné l'appartement de Fifi. Et comme vous voyez sur cette photo, il y a déjà des nuages qui commencent à s'amonceler dans le ciel. Donc, d'innombrables choix à faire, casting, équipe, repérage. Voilà, l'équipe, la responsabilité du réalisateur, c'est au moins les chefs de poste qui vont être vos collaborateurs directs pendant tout le tournage. Donc l'assistant réalisateur dont on va reparler, le directeur de production, le chef opérateur, le responsable de l'image, c'est lui qui signe l'image du film. Enfin, en accord, tout ça c'est toujours en accord, en collaboration avec le réalisateur. Le chef décorateur, super important aussi, l'ingénieur du son, le régisseur général, c'est l'intendance, et donc le choix des décors intérieurs et extérieurs qu'on appelle les repérages, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Alors il y a un rôle très important qui est l'assistant réalisateur, qui va aider le réalisateur dans certaines choses. Le réalisateur ne peut pas avoir tous les rôles. Donc en particulier, on verra que le réalisateur est là pour lever les obstacles de toutes sortes. Et dans cette phase de préparation, l'assistant réalisateur va réaliser un plan de travail, un planning du tournage qui va permettre de se projeter sur le tournage. Donc un premier plan de travail avait été fait de toute façon pendant la phase initiale pour vérifier qu'on avait quand même un budget suffisant pour faire le film. Mais dans cette phase de préparation, le planning est retravaillé et l'assistant réalisateur alerte sur effectivement si cela ne rentre pas. C'est ce qui est arrivé effectivement voilà. Sur le film. En fait, c'est le paradoxe. Après des années d'écriture et de réécriture, on arrive à un scénario qui est censé être le plus parfait possible. Et là, on décide de faire le film. Et à ce moment-là, on nous dit bon, bah, il faut couper dans le scénario parce qu'on peut pas tourner tout ça. Enfin, même si c'était pas un péplum de 3 heures, mais voilà. Mais finalement, c'était encore pour le meilleur. Et donc là, on verra que ce planning au long du tournage, évidemment, va être mis en cause. C'est pas aussi simple que ça. Donc finalement, si on prend du recul sur les enjeux de ce tournage, c'est qu'on a des coûts fixes, des délais fixes. Donc les coûts, c'est plutôt le directeur de production qui va veiller à leur respect. Les délais, c'est l'assistant réalisateur, comme on vient de le dire. Et finalement, c'est quoi l'enjeu du réalisateur? C'est à partir des contraintes de coûts et de délais, de faire le meilleur film possible. Donc de maximiser la valeur du film. On retrouve un peu la problématique du product owner. Dans ce cas précis, les coûts sont vraiment fixes et les délais sont vraiment fixes, impossible de dépasser, peut-être à moins de s'appeler Steven Spielberg. Et donc le réalisateur n'a pas le choix finalement d'adapter le périmètre et d'adapter le contenu pour que ça tienne finalement dans la boîte de temps. Alors, donc c'est la préparation, cette phase de préparation qui, plus on approche du tournage, plus elle devient intensive. C'est vous pouvez lire, une série d'expérimentations. Donc en fait, il s'agit non seulement de mettre en place tous les éléments, c'est mieux on est préparé, mieux a des chances de se passer le tournage. Ça ne faut pas se dire bon on verra au tournage, parce que de toute façon il y aura des imprévus. De toute façon vous allez à un moment ou à un autre vous retrouver dans la merde. Donc on essaie d'anticiper au maximum. Mais déjà on commence en fait le travail. On a commencé notamment à répéter avec les acteurs, ce qui est extrêmement important. Enfin le casting est décisif, mais après ça les répétitions sont aussi essentielles. C'est-à-dire que vous avez déjà pour la première fois vous avez choisi vos acteurs, mais vous les mettez ensemble. Et pour la première fois, le texte prend vie. En fait, les personnages que vous avez en tête, qui étaient restés imaginaires pendant des années, deviennent des êtres vivants. Alors ça, c'est extrêmement jouissif. Mais surtout, ça permet d'adapter déjà, par exemple, les dialogues.
Ça donne une idée, tiens, elle pourrait dire ça aussi, ça rend, tu le sens pas trop et on va trouver une autre manière de le dire, etc. Ça peut aussi permettre d'ajuster le registre de jeu d'un comédien qui vient, parfois un comédien peut venir avec une idée préconçue de son rôle et de la manière dont il faut le jouer, selon lui. Et précisément, tout ce qui entre dans la fabrication du film doit être selon le réalisateur, c'est-à-dire en accord avec les autres, mais il y a à tout moment, si on laissait chacun aux manettes, il se passerait autre chose. On choisirait un autre décor, le comédien jouerait différemment. Donc si par exemple il arrive en jouant très comédie, on essaie de le mettre en phase avec le jeu des autres comédiens. Donc l'aménagement des décors une fois qu'ils sont trouvés, le choix des costumes, les essais caméra, choisir le style de l'image, tout ça c'est des choses qui nous prennent beaucoup de temps et qui se préparent bien en amont. Ouais. Voilà, et donc là, cette phase de préparation finalement est décisive. Pourquoi? Pour aligner tout le monde sur cette vision commune, sachant que le scénario en lui-même, si on l'avait donné à plusieurs réalisateurs, aurait donné lieu à des films complètement différents les uns des autres. Et donc c'est cette vision qui est très importante dans cette phase pour aligner tout le monde ensemble. Voilà, c'est que le scénario, c'est pas le film. Après, voilà. Enfin, pardon, c'est ce que tu viens de dire très bien. Ouais. Voilà. Chapitre 3, le tournage. Donc on va voir que, encore une fois, tout ne se passe pas comme prévu. Cette image montre une image d'un tournage qui doit avoir lieu la nuit, sauf que là, il est en train de pleuvoir. Oui, vous voyez bien les gouttes qui sont éclairées là par les projecteurs. Donc c'est une scène de tournage au bord d'un lac. Pardon. Au bord d'un lac, donc s'il pleut, la surface du lac, ça se voit. Donc si vous voulez, une journée de tournage, bon, c'est une journée de travail normale, c'est 8 heures. Si vous tournez de nuit, au début de l'été, ça se réduit parce qu'il fait nuit tard et il fait jour tôt. Si, en plus, dans ces circonstances-là, vous devez attendre pendant 2 heures que la pluie s'arrête, ça devient préoccupant. Et de fait, il y a un moment où vraiment on a rentré in extremis une scène en tournant un seul plan au lieu de 3 prévus. Là, c'est vraiment chaud. C'est-à-dire que si l'acteur se plante au début, vous voyez, vous ne pouvez plus faire de montage. Il faut que tout soit bien dans un plan, une prise. Donc, l'enjeu pour le réalisateur, c'est, comme on l'a vu, faire le meilleur film possible dans les contraintes imposées, tout en s'adaptant aux aléas et aux obstacles qu'on va rencontrer, et en même temps faire en sorte que le film corresponde à cette vision initiale. Voilà, donc juste là, on a repris cette image de la petite flamme du briquet qui éclaire Fifi. De façon un peu symbolique, hein, si vous voulez, c'est un peu comme la flamme olympique. Il faut surtout veiller à ce qu'elle ne s'éteigne jamais. C'est un peu comme le phare qui va nous guider dans la nuit et qui va empêcher notre frêle embarcation d'aller se briser sur les récifs qui parsèment sa route. Donc là, une photo de l'équipe pour vous rendre compte un peu de la taille de l'équipe dans le cadre de ce tournage. Une photo prise le jour du tournage de la scène dans la piscine. Une scène très estivale au bord d'une piscine, comme vous pouvez le constater. La plupart de ces personnes sont en manteau. Mais on est là, on est début juillet, enfin à peu près la même période que maintenant. Mais en Lorraine, je me rappelle d'un proverbe qui disait « En Lorraine, s'il ne pleut pas, c'est qu'il neige ». Voilà. En l'occurrence, l'été 2021 était particulièrement pluvieux. Bon, on va y revenir. Alors, le tournage, proprement dit, a duré 33 jours de tournage. La question qu'on peut se poser finalement, est-ce que ça ne correspond pas à un sprint de 6 semaines ou alors, n'est-ce pas, plutôt 33 sprints d'une journée? Pourquoi ça serait des sprints d'une journée? Parce que finalement, au bout de chaque jour, l'objectif, comme vous pouvez le voir sur cette copie d'écran, c'est d'avoir un total de minutes utiles, utilisables, potentiellement utilisables dans le film. Donc on va produire une toute petite partie du film avec un objectif de minutes utiles par jour. C'est les minutes dans le montage. En fait, pour ça, il y aura peut-être 23 minutes de tournée ou même 1 heure. Et donc finalement, chaque matin, une feuille de service est distribuée à l'équipe qui est finalement une actualisation du plan au niveau journée. Un peu comme dans un sprint où on a un plan de sprint. Là, au niveau de chaque jour, on redistribue une nouvelle version du plan qui est actualisée en fonction des obstacles de la veille. Voilà, ou quelle scène on n'a pas réussi à tourner et quand est-ce qu'on va pouvoir la faire. Ça, c'est après, je crois. Alors, le rythme soutenable, je pense que ça vous parle. On en parle dans le manifeste agile. C'est un élément essentiel, justement, pendant un tournage. Alors, c'est vrai qu'il y a
le travail reste très cadré, des heures supplémentaires sont payées, mais il y a quand même un enjeu, c'est de garder ce rythme soutenable pour ne pas perdre l'équipe, pour ne pas démotiver l'équipe. C'est très important justement pour la qualité du film. Et l'enjeu, quand une scène n'a pas pu être tournée, finalement, comment on s'adapte à ça, comment on trouve du temps pour la tourner, mais tout en gardant le rythme soutenable. Donc on simplifie, c'est-à-dire qu'en fait le plan de travail dont on parlait tout à l'heure, qui est posé au départ, reste toujours un élément souple, mobile, si vous voulez. Donc si une scène n'a pas pu être tournée, on va s'arranger pour la caser ailleurs, en simplifiant éventuellement une autre scène. Et là, volontairement, en anticipant et en se concertant entre la script, le chef-op, l'assistant réalisateur et les réalisateurs eux-mêmes, de voir comment on peut, sans rien perdre de la force expressive de la scène, tourner cette scène en 2 plans au lieu des 5 initialement prévus. Hein, comme on l'a écrit, il vaut mieux 2 plans réussis que 5 plans bâclés ratés. Voilà, donc on retrouve la notion un peu de qualité non négociable qu'on a dans un cadre agile. En fait, on peut dire que là, on préfère 2 plans réussis que 5 plans bâclés. Ça correspond à ce qu'on quelquefois on dit dans l'agilité, on veut maximiser le done dans un sprint. Là, c'est ça. On veut maximiser le nombre de choses réussies chaque jour. Donc des exemples, on va pas, je crois, pas trop insister, mais comment dire, quand il pleuvait, qu'on était en intérieur et le personnage était au téléphone avec ses parents et il disait ouais, ici aussi c'est la canicule, bon, l'air de la mer en moins, mais et en fait dehors il était en train de pleuvoir. Mais à ce moment-là, vous mettez un gros projecteur sur la terrasse qui vous envoie une belle lumière de soleil dans tout le séjour et on y croit. C'est pas compliqué. Et là, on se disait, ouf, finalement, c'est bien qu'il pleuve maintenant, comme ça, quand on aura tourné des scènes au bord du lac la nuit ou des scènes de piscine, au bord d'une piscine, il fera beau. Voilà. Donc là, par exemple, la dame est en train de dire, vivement qu'on parte un peu, il fait une de ces chaleurs. En fait, là, on était à l'hôtel, c'était une journée mixte, c'est-à-dire quand on avait une moitié de nuit, une moitié de jour, donc on devait commencer à tourner la scène vers 17h, 17h30. On est à l'hôtel, il pleut, et on arrive sur le décor, on dit bon, on va quand même y aller, il faut bien. Et là, en fait, il y a l'expression passer entre les gouttes, mais c'est presque miraculeux, c'est-à-dire que 40 minutes avant le début du tournage, il s'est arrêté de pleuvoir. Et je me souviens de l'assistant réalisateur qui passait le balai sur les lattes en bois de la terrasse pour éviter que les reflets de la pluie ne se voient à l'image. Et après, il faut y croire. Et donc le bonhomme qui se pointe, qui est le père de famille, qui arrive en costard-cravate et qui doit se dépoiler en 10 secondes pour aller se jeter dans l'eau alors qu'en fait il fait même pas 15 degrés. Heureusement, l'acteur, c'était son premier jour de tournage, toute l'équipe commençait à être un peu sur les genoux, et lui, il est arrivé avec une énergie, une joie de vivre, un enthousiasme revigorant, qui nous ont vraiment fait du bien, et c'est pas tous les acteurs qui se seraient donnés comme ça. Bon, je vous donne son nom, il s'appelle Laurent Poitrenaud, ça nous a vraiment sauvé la mise. Voilà, autre embûche, toujours dû aux intempéries, on cherchait un écrin de nature sauvage pour une scène romantique au bord du lac entre Fifi et Stéphane. On avait trouvé, après de longues recherches, le décor idéal. On s'était posé la question, on dit, c'est loin de Nancy quand même. Non, mais ça vaut le coup, c'est quand même, vous avez une route comme ça qui serpente dans la forêt, qui s'arrête juste devant le lac, là, avec les roseaux. Tout était parfait. Vraiment, c'était un rêve. Je me souviens, l'assistant de réalisateur m'a dit, quand je suis sorti de la voiture, j'avais les yeux qui pétillaient de plaisir à l'avance. Mais le régisseur nous dit, non, c'est mort. Les camions, ils vont s'embourber là. Tout autour du chemin, c'est complètement détrempé. Les camions qui transportent le matériel, il faut qu'ils puissent manœuvrer. Et là, c'est foutu. Alors, on se met en quête d'un décor possible. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins romantique. Hein, c'était à côté de la base de loisirs. On avait déjà tourné une scène précédemment. On voit la route, les barrières, les bicoques, etc. Et là, je me souviens du chef-op, quand on était en train d'essayer d'installer derrière nos personnages des petites branches d'arbustes qu'on avait coupées comme ça. Et Jeanne qui dit, mais on va y croire là? Et le chef-op lui dit, il faut y croire. Il faut y croire, sinon c'est sûr que ça ne marchera pas. Et de fait, voilà l'image du film. Il y a même des gens qui nous ont dit, mais c'est fou, on croirait qu'il y a un effet spécial, que vous avez bénéficié d'effets spéciaux. Ben non, c'est la nature. C'est juste qu'en fait, il faisait tellement froid. Alors, cette nuit-là, grâce à Dieu, s'il vous plaît, il n'a pas plu. Mais par contre, il faisait vraiment froid. Il faisait plus froid dehors que dans l'eau. Ce qui fait si bien que la brume s'est levée comme ça et a couru sur le lac comme dans un film fantastique. C'était merveilleux.
Et voilà, une image pour dire que finalement la vision, c'est quand même quelque chose qui reste ancré dans le cerveau, parce que vous avez, après toutes ces embûches, l'image du film à l'arrivée, qui correspond quand même pas mal à l'esquisse que j'avais griffonné vite fait pour un storyboard des mois auparavant. Alors, le rôle du réalisateur avec le reste de l'équipe, donc c'est évidemment garder le cap contre vents et marées et en même temps être ouvert aux remarques et aux propositions des membres de l'équipe, qui ne sont pas juste des exécutants, qui peuvent apporter leur contribution. Donc vraiment un travail collaboratif entre le réalisateur et l'équipe. Et donc le réalisateur aussi doit faire en sorte de ne pas se laisser déborder par rapport au nombre de tâches incroyables qui arrivent toute la journée. Voilà, il y a dans une phrase d'un film de Truffaut où il se met en scène lui-même comme réalisateur qui s'appelle La Nuit américaine, il dit un réalisateur c'est quelqu'un à qui on pose des questions toute la journée. Parfois il a les réponses, parfois non. Là on voit l'accessoiriste qui arrive avec 2 pistolets, lui il a jamais vu un flingue de sa vie, il dit Monsieur Ferrand, le revolver lequel? Il dit celui-là. Voilà. Donc là par exemple l'accessoiriste est venu parce qu'on a tout le temps des choix à faire avec toute une série d'écouteurs, vous voyez, des écouteurs avec fil. Bon, c'est un peu démodé, mais il y en avait comme ça entre 15 et 20. Toutes différentes nuances de gris, et puis il y avait des fils qui étaient bleus. On dit, ceux-là. Et là, on savait pourquoi, c'est parce que dès le départ, on avait pris le parti pris de la couleur. Donc si vous voulez, là, vous pouvez voir, donc il y a le décor qui est existant, qui était une maison d'architecte de 1960, et vous pouvez voir, moi souvent quand je mettais l'œil dans l'œilleton de la caméra, je me disais, mais j'étais content, j'ai l'impression que parce qu'on comment dire, on supervise tout, mais on n'est pas là sur chaque, enfin bref. La chef décoratrice et la chef costumière ont vraiment bien travaillé de concert, si vous voulez. On avait une harmonie entre certains éléments du décor et certains éléments des costumes, comme vous pouvez là le voir avec les briques. Et donc, encore un choix, le portefeuille, on a pris celui de Jeanne parce qu'il était rouge et qu'on cherchait la couleur. On voulait que ce soit vif, qu'il y ait quelque chose de pimpant, de presque... voilà. Et cette couleur... On s'est dit qu'on allait la trouver aussi chez Fifi. Ça vient aussi de notre désir ou vision initiale, si vous voulez. C'est que c'est pas parce qu'on est chez les pauvres qu'on ne peut avoir que du gris ou du moche, du cacadois, du marron. Chez Fifi aussi, on peut avoir de la couleur, on peut avoir du rouge, du jaune, du bleu, du turquoise. Et là, c'est juste pour vous dire que rien n'est laissé au hasard, en fait. Le sac a été choisi, le jouet qui se trouve à l'avant-plan a été choisi, le sweat qui pend à la patère a été choisi, etc. Alors on avait parlé de l'écriture du scénario à deux. Qu'en est-il de la direction à deux? On pourrait presque parler de pair directing. C'est vrai que quand il y a un product owner, on dit un seul product owner, deux, ça va pas, en tout cas sur le même périmètre. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, ça s'est très bien passé, merci. Non, on s'était pas réparti les tâches à l'avance, et même si, de fait, peut-être que j'étais plus sur le choix, le repérage des décors, Jeanne plus sur le choix des costumes, peut-être moi plus sur le découpage technique, la relation avec le chef-op, et Jeanne plus la direction d'acteurs et le rapport direct avec les acteurs. Chaque décision importante a été prise à deux. Il y a pas on n'a rien cloisonné, si vous voulez. Après, il peut y avoir des petits couacs comme ça. Donc, je me souviens qu'à un moment, Jeanne va donner une indication à Quentin Dolmer, notre acteur principal, et il se marre, il dit « C'est marrant, Paul vient de me dire exactement le contraire il y a 5 minutes. » Voilà, donc, bon. Voilà, quand il y a des petits couacs comme ça, le fait finalement d'être tout le monde ensemble et de discuter directement du problème permet de... Voilà, c'est fluide, c'est fluide. On s'adapte tout le temps en permanence. Alors, quelques autres principes actifs lors du tournage. La collaboration, on en a parlé tout au long du tournage, elle est basée sur la confiance. Une confiance qui va se construire tout au long du tournage. Au début, l'équipe ne se connaît pas, et va se construire tout au long du tournage à mesure que l'expérience commune augmente. La communication en face à face est aussi très importante. Juste pour témoigner du fait que les tensions les plus vives qu'on a pu avoir, Jeanne et moi, avec nos producteurs, ont eu lieu lors d'échanges de mails. Et en fait, dès qu'on se mettait à se reparler pour crever l'abcès, comme on dit, au téléphone, ou même encore, dès qu'on se voyait, dès qu'on voit le regard de l'autre, finalement, comme il y a une relation aussi d'affection mutuelle qui est née, et de confiance mutuelle, ça désamorce tout très rapidement, enfin, en tout cas, une grande partie
les choses et les choses s'apaisent très vite. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc il y a aussi l'excellence technique. En fait, la qualité du film, dépend pas du réalisateur uniquement, mais aussi de la maîtrise de chaque membre, chaque opérateur lors du tournage. Et enfin, la transparence dont on doit faire preuve pendant le tournage, notamment l'assistant réalisateur doit être transparent sur les problèmes qu'il rencontre, les journées qu'on dit les journées rouges où ça ne va pas rentrer. L'assistant réalisateur le dit et on en discute et on cherche une solution ensemble. Oui. Alors, chapitre 4, la post-production. Donc, on a choisi cette photo où on interprète la Fantaisie à quatre mains de Schubert. Oui, encore un exemple d'adaptation. Quand on n'a pas les sous pour se payer la musique qu'on veut, on l'enregistre soi-même. Donc, de nouvelles collaborations décisives. Pour dire qu'une fois que le tournage est terminé, le film est loin d'être fini. Il ne s'agit pas juste d'une étape de finalisation où, en gros, tous les choix artistiques ont été faits. Au contraire, des choses extrêmement importantes peuvent se jouer, notamment au montage. Donc, vous avez le montage image, le montage son, la composition de la musique. On a eu aussi un compositeur de musique originale. Alors, dans une moindre mesure, le bruitage, le mixage et l'étalonnage. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chacune de ces activités, je vous renvoie à Internet. Par contre, plus sur le montage et... Alors, le montage en particulier, c'est peut-être l'étape qui se rapproche le plus de ce que ce que tu peux connaître toi-même dans ton métier. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est deux face à l'écran d'ordinateur, même deux écrans d'ordinateur. En l'occurrence, deux, c'est pas Jeanne et moi. On s'est à nouveau passé le relais. Jeanne a commencé le montage parce qu'elle voulait se rassurer très vite sur est-ce que on s'est pas voilé, enfin est-ce qu'on s'est pas fait d'illusions, est-ce que le film va être réussi. Et donc soit Jeanne, soit moi, et le monteur qui arrive avec son regard frais, qui voit les plans, alors que nous on sait ce qu'il y avait derrière, on connaît nos intentions. Lui, il voit si les intentions sont passées ou pas. Parfois, il peut y avoir un plan où il nous dit « Ah, tu crois qu'il y a ça, mais ça, non, ça passe pas, on comprend pas ça, on voit pas ça, etc. » Donc, à nouveau, des choix très importants à faire. Le choix des prises, parce qu'on a tourné des plans, mais on a tourné les prises. Et ce qui est étonnant avec le montage d'image, c'est qu'au début, rien ne va. Je me souviens de Jeanne qui était un peu paniquée, qui se disait « Mon Dieu, est-ce qu'on a réussi le film ou est-ce qu'on l'a raté ?» Je dis « Mais c'est normal, au début, la mayonnaise ne prend pas. Pourquoi ? Parce que juste précisément, le montage n'est pas fait. Ça va être une étape très longue, très itérative, où en fait on expérimente toute la journée, tout le temps, fragment par fragment, scène par scène, on va chercher une autre prise, parce que peut-être que celle-ci est meilleure, et on retravaille une prise une scène, un mois plus tard, parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours il y a un truc qui prend pas encore, on n'est pas complètement avec les personnages, il peut suffire d'un regard, une seconde supplémentaire ou d'un plan sur un regard silencieux de plus, pour que tout d'un coup on soit dans la scène avec les personnages. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ce qui est écrit. Ensuite, non, oui, tiens. Donc les morceaux de musique, pareil, on teste. Là, comme on n'a pas d'argent, il faut trouver des choses qu'on puisse se payer, qui soient pas forcément libres de droit, mais au moins accessibles. Et voilà. Et pendant le montage, donc toujours, on a besoin de retour parce qu'au bout d'un moment, on a le nez dans le guidon. C'est quoi, 12 semaines? On avait 12 semaines, je crois. Les producteurs, en cours de montage, il y a plusieurs projections de montage, pour avoir des retours qui peuvent être très fructueux. Par exemple, Fifi rentre dans la maison, elle a piqué les clés. On a l'impression qu'elle rentre comme si elle était chez elle. On est allé chercher une prise où Fifi était un petit peu à pas de loup, alors que la maison est censée être vide. On voit bien que elle a bien vu que la voiture était partie, donc les gens ne sont plus censés être là. Et malgré tout, dans la scène, on a l'impression que c'était trop, ce jeu à pas de velours. Mais dans la continuité, c'est ça qu'il fallait. Vous voyez, juste un exemple, j'arrête. Chapitre 5, la sortie en salle. Donc là, on a choisi une image de l'avant-première à l'UGC Léal à Paris. Voilà. Et donc, avant la sortie en salle, il y a les festivals. Donc là, vous pouvez nous voir, Jeanne et moi, au festival de San Sebastian, où le film a connu sa première mondiale. On a eu le prix de la catégorie où il était présenté, c'est-à-dire le nouveau réalisateur, les premiers films. Et là, comme vous pouvez le voir, on est content, c'est qu'après tout ce travail, après tous ces efforts,
Le film existe et surtout on est récompensé. Donc je vous cite juste une anecdote en passant. On est donc à San Sebastián en Espagne et là on marche dans la rue et il y a une Espagnole qui vient nous voir, qui avait assisté à la projection du film l'après-midi. Elle nous dit thank you, I cried a lot. Elle était encore toute émue, toute bouleversée. Alors nous, vous ne pouvez pas imaginer l'effet que ça nous a fait. On s'est dit, ne serait-ce qu'une seule personne, si on a touché une personne comme ça, on n'a pas travaillé pour rien. Donc ce film qui finalement avait du mal à trouver des financements, à convaincre, a eu un très beau parcours en festival. Voilà. Après le saut d'obstacle de la fabrication, la course de haie des festivals. Donc à la fois des prix sur le film et des prix qui récompensent l'acteur et l'actrice principale. Donc c'est des prix qui viennent à la fois récompenser les réalisateurs, les acteurs, mais aussi toute l'équipe qui a contribué au succès du film. La sortie. Pardon. Pour la sortie du film en salle, donc là, le distributeur, c'est quelqu'un qui a mis des billes en fait au départ, qui s'est engagé sur le film en donnant un minimum garantie. Et c'est le responsable, le distributeur de la sortie du film en salle. Donc il est responsable de l'affiche, de la bande-annonce, de toute la promotion qui va être faite autour du film, du choix de la date de sortie. C'est très compliqué parce que la concurrence, elle est rude tout le temps, hein, sous différents aspects, mais elle est là tout le temps. Et donc les derniers choix collectifs qui se font ensemble, dont je viens de parler. Alors le titre, bon, on va pas épiloguer dessus, entre le titre du tout départ, mais l'anguille, ça défrisait des gens, et un titre de substitution, Les Clés de Jade, qui finalement ne plaisait plus à personne. On s'est rabattu sur un film sur le titre Fifi, qui n'est pas un très bon titre a priori, mais un bon titre a posteriori. Quand on a vu le film, vous verrez quand vous l'aurez vu. Et ce qui est important de voir, c'est que finalement, le CNC, qui avait refusé à 4 reprises de financer le film en amont, une fois le film fini, a accordé son financement. Donc, à l'unanimité. Donc c'est quand même plus facile de juger un film fini que de juger un scénario. Voilà. Finalement, voilà, c'est le fait de voir film fini, la chose concrète qui a permis d'en mesurer la valeur, au-delà de la vision qui n'était pas suffisante. Bonne réception par la presse et près de 50 000 entrées entrée en France qui, à l'échelle de ce film, on peut considérer comme un succès. En conclusion, on avait parlé de la vision au départ, donc c'est quelque chose de très important, la vision, le plan initial, mais encore plus important, et on rejoint les valeurs du manifeste agile, l'adaptation tout au long du tournage et à chaque étape de la réalisation du film. Et donc comment on s'adapte justement et qu'on garde le cap sur... C'est en gardant le cap sur la vision qui finalement sert de boussole pour faire les bons choix. C'est en ça que c'est important cette vision au niveau global, mais aussi au niveau de chaque scène. On va garder l'objectif et le sens de chaque scène. C'est ça qui va nous aider à nous adapter aux difficultés. On peut faire le parallèle justement avec un cadre Scrum où l'objectif produit sert finalement à s'adapter aux difficultés de sprint en sprint et aussi l'objectif de sprint qui sert à s'adapter aux difficultés. Finalement, voilà, le film, c'est pas juste une liste de tickets, c'est une vision et des objectifs à chaque scène. Et finalement, les contraintes de temps, finalement, ont été bénéfiques pour être créatifs et forcés à aller à l'essentiel. On n'a pas le choix, en fait, c'est ça. Donc cette vision, on en a parlé, c'est important. Ce qui est fondamental, c'est aussi au-delà de la vision, arriver à transmettre la motivation et l'enthousiasme. C'est l'importance d'avoir des équipes motivées pour faire un travail de qualité. Voilà, donc à la fois c'est une banalité de dire que un film est une création collective, mais alors, je vous fais juste part d'une citation qui m'avait frappé à l'époque. Xavier Beauvois, un réalisateur français, il avait fait un succès avec Des Hommes et des Dieux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc il disait, ce qui est génial dans le cinéma, c'est qu'on peut faire des films plus intelligents que soi. D'accord. Le résultat va être bien au-delà de toute façon, tout seul, vous n'auriez rien fait. Mais bon, intelligence, c'est une façon de parler, mais c'est très éclairant. C'est vrai, voilà. C'est vraiment vrai. Et on va finir par un petit florilège de citations sur l'agilité cinématographique. La première, celle d'Alfred Hitchcock, qui était bien connu pour préparer dans les moindres détails chaque tournage.
Et je trouve intéressant qu'ils disent finalement, j'essaie d'avoir pour première règle de réalisation la flexibilité. Il n'a pas dit la suivi de mon plan, mais la flexibilité. Moi, ça me fait penser à une valeur du manifeste agile. Une citation de Truffaut qui dit le cinéaste doit avoir deux qualités, tenir et s'adapter. Donc tenir, ça rejoint ce qu'on disait, tenir sur la vision et en même temps s'adapter parce qu'il va falloir s'adapter aux différents obstacles. Et enfin, deux citations de Jean Renoir. La première rejoint le principe de simplicité du manifeste. La réflexion au milieu du décor nous permet, avant de tourner, d'éliminer beaucoup de plans inutiles. Donc ça rejoint le principe, on va essayer de ne pas faire des choses inutiles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il ne le fait pas sur sa feuille de papier, mais en se promenant dans le décor, en expérimentant concrètement son décor de film pour essayer de voir ce qu'il peut enlever. Et la deuxième citation, qui rejoint l'importance du rythme soutenable à un moment donné où les horaires avaient été aménagés. Au lieu d'un travail maussade et lent, on a un travail joyeux, vivant et rapide. Voilà, donc je me souviens que la veille du premier jour de tournage, un ami, lui-même réalisateur, m'avait gentiment envoyé un petit SMS d'encouragement, en me disant bon, on sait que ça va être difficile, mais surtout, n'oublie pas de prendre du plaisir. Il dit, je suis le premier à l'oublier, mais c'est une telle chance de pouvoir faire un film. N'oublie pas de prendre du plaisir. Voilà, en tout cas, Yves et moi avons pris du plaisir à préparer cette petite conférence et on espère que vous en avez pris un peu à nous écouter. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. On remercie aussi beaucoup notre oncle Michel Saint-Illan pour les petits dessins qui figurent dans cette présentation. Merci aussi aux personnes qui nous ont encouragés, donné de feedback, ont contribué à cette présentation. Jeanne Aslan, Johnny Blondel et Jacques Saint-Illan notamment. Une vraie mafia. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il reste pour d'éventuelles questions. 3 minutes de questions si vous avez des questions. Oui. Merci, et merci pour tous les détails, parce qu'on n'en a pas autant quand on va dans les festivals de cinéma, sur la réalisation et tout. Moi j'avais une question, c'est par rapport à l'écriture du scénario. Donc on a vu que vous nous avez expliqué que quand vous présentiez pour des financements, vous réécrivez des parties, etc. Mais est-ce qu'avant d'aller voir le premier financeur, vous avez moyen de tester votre scénario avec d'autres personnes pour vérifier si c'est bien ou voilà? Oui, en l'occurrence, on peut le faire lire à des amis en qui on a confiance dans le jugement. Et avant tout, finalement, comme je le suggérais, ce sont les producteurs qui nous font. Donc c'est là qu'on peut voir, que si vous êtes avec la mauvaise personne, elle va vous envoyer dans une direction qui n'est pas la vôtre. C'est extrêmement important de partir avec les bons producteurs. C'est eux qui ils vont déjà nous dire s'ils sont prêts à partir là-dessus, et ils vont dire oui, mais peut-être. Voilà. Et ça, en général, on entend il y a un ventre mou, il y a un truc. Ce serait bien de retendre un petit peu, peut-être que ce soit un peu plus court, un peu plus ceci, un peu plus cela. Mais si on s'entend sur l'essentiel, si on est d'accord sur l'essentiel, on part sur de bonnes bases. Est-ce que je réponds avec... Merci. Une question? Oui, c'est une question un peu... tout d'abord, bonjour et merci pour toutes ces explications très instructives. Je voulais savoir la part du renoncement, justement, et de la frustration, peut-être, pour les réalisateurs. Tu parlais le film est réussi. Alors, à quel moment tu te dis le film est réussi et j'ai renoncé à telle ou telle chose? Peut-être que tu as en tête une suite à ce moment-là, de dire, tiens, je voudrais dire autre chose, je le dirai dans une suite. Comment tu réagis par rapport à cette frustration? Heureusement, la frustration n'est pas trop grande. Parfois, je me pose la question, je dis non, finalement, il y a un truc de montage, un truc d'étalonnage, donc peut-être 2 trucs de montage. Je me dis pourquoi on a fait comme ça? Je me dis il doit y avoir une raison, peut-être qu'il n'était pas bien à ce moment-là ou que là il y avait. Mais ensuite, comment dire, on s'est pas lancé dans le cinéma en se disant on a un objectif, enfin on va faire carrière dans le cinéma ou je sais pas quoi. C'est un besoin, c'est une sorte de nécessité impérieuse. Parce qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans une entreprise comme ça, de réaliser un film. Parce qu'il y a pendant ces longues années, il y a quand même beaucoup de moments où on se dit
c'est pas possible. Si on n'a pas déjà un pied dans le milieu, si vous voulez, il y a tellement de gens qui veulent faire des films, tellement déjà de gens qui en font, que pourquoi vous? Enfin, c'est compliqué. Mais malgré tout, après Fifi, on espère bien faire 1 ou 2 autres films, ou 3, où on verra combien de temps ça prend. Si on met 7 ans à chaque fois, peut-être qu'à 105 ans, on aura fait notre 3e film. Mais on a d'autres choses à raconter, et on entend bien on a déjà 2 autres projets, un en production et un autre qu'on vient de finir d'écrire. Est-ce que je réponds à peu près? Alors après, vous pouvez aussi nous voir à la pause ou au long de la journée si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas de remplir le rôti, c'est toujours plaisir au speaker. Voilà, merci d'avance pour vos feedbacks, pour nous permettre d'améliorer éventuellement la présentation si on la refait ailleurs. C'est très imagé, mais la plupart... Voilà, n'hésitez pas à nous voir aussi à la pause si vous voulez nous donner votre feedback en live. Ouais, je monopolise un peu la parole. Juste 2 petites questions. Sur les refus du CNC, est-ce que c'est motivé? Est-ce que tu sais pourquoi? Et l'autre question, c'est est-ce que tu vois une progression sur les durées du tournage des 30 et quelques jours sur tes acteurs? Est-ce que le fin est meilleur que le début? Et comment tu fais pour ajuster? Comment tu fais pour être bon dès le début? Alors, être bon dès le début, c'est compliqué. Donc là, la réponse, elle est très simple. Clairement, non. On n'est pas du tout au même niveau au premier jour du tournage qu'au dernier. Au début, c'est poussif. C'est bien de se lancer avec des scènes qui sont pas trop, qui ne demandent pas trop de, comment dire, qui sont pas trop difficiles, où il n'y a pas trop de jeux, où il n'y a pas trop d'enjeux ni pour les acteurs, ni pour. C'est bien de commencer par des choses simples parce que personne n'est chaud. C'est pas juste les réalisateurs, c'est le chef-op, c'est l'équipe, elle est en rodage. Voilà, c'est comme, je sais pas si on rôde encore des voitures, c'est ce qu'on appelle du rodage. Et clairement, ça se passe beaucoup mieux à la fin. Pour ce qui est des refus du CNC, ils sont toujours motivés à tort ou à raison, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours un bon motif pour nous dégager. Mais c'est-à-dire qu'en fait, parfois, il dit bon bah voilà. Non, c'est pas toujours valable. C'est qu'en fait, après, c'est des votes. Donc, s'ils veulent faire passer un autre film, bon, bah, il suffit de dire quelque chose de négatif sur le nôtre, et puis ils passent pas. Enfin, pas des votes à main levée, mais c'est des votes. C'est des commissions, des comités. Donc, ça dépend sur qui vous tombez. En fait, régulièrement, on se dit, mais le CNC, autant aller au jeu au casino, c'est pareil, quoi. Vous avez 100 films qui vont être proposés, il y en a 3 qui vont avoir le financement à la fin. Comment vous voulez vous en sortir? C'est trop aléatoire, c'est trop... Bon, mais après, parfois, on a de la chance. On l'aura peut-être au prochain coup pour le prochain film. Qui sait? Merci. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Est-ce que, j'ai une petite question rapide sur la réalisation du film et le scénario. Je me demandais si, une fois le scénario fini, bouclé, est-ce que lors de la réalisation, il y a eu une petite liberté d'expression pour toute l'équipe, les acteurs, etc. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a eu quelques petites adaptations, enfin ajustements du scénario qui font que l'écrit et le visuel ne sont pas 100% identiques? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un éventuel livre qui va sortir après avec ce scénario-là écrit ou pas? C'est souvent ce qu'on voit généralement sur les grosses productions, par exemple. Oui, bah là c'est une toute petite production, donc à moins que vous vouliez vous en charger, si vous voulez, on peut en parler. Hein. Non, en l'occurrence, ce scénario était tellement écrit et réécrit que c'est comme si c'était déjà une version de tournage. Je pense que souvent le scénario, comme il passe finalement plus facilement que le nôtre, il y a des trucs qui sont un peu mal dégrossis, alors que nous, vraiment, c'était à la virgule. Et parfois, on dit, même Quentin Dolmer, notre acteur principal, on lui disait, là, c'est peut-être un peu littéraire cette phrase-là, tu veux pas l'adapter, enfin, si tu veux, mets-le à ta sauce. Les acteurs, on les a pas brimés ni bridés, non, même pas. Mais c'est lui, il disait non, moi j'ai bien le texte. Il se mettait, comment dire, au défi lui-même de pouvoir sortir ce texte de façon naturelle, comme s'il lisait l'annuaire. Enfin, je sais pas si on lit beaucoup l'annuaire, mais il tenait à rendre justice à ce texte qu'il aimait beaucoup en le respectant à la virgule, alors que nous on le contraignait pas. Est-ce que j'ai répondu? Mais sinon, ouais. Si, en fait, ce que je peux dire, c'est que curieusement, même pendant le montage, donc parce que la réalisation, le montage, c'est encore de la réalisation, si vous voulez, on s'est retrouvé à dégager des scènes qui nous avaient toujours paru, qu'on n'avait jamais remises en cause. C'est des scènes qui nous paraissaient indispensables,
à la compréhension, à la progression du récit. Et puis en fait, à un moment, parce qu'on dit, bon, le film, là, on commence à toucher au but, on approche du montage final, mais là, par exemple, le producteur nous disait, ah, il y a toujours un moment où on sent que c'est encore un peu flottant, mais on ne saurait pas dire où ni pourquoi. Alors on cherche et on se dit, mais cette scène-là, au bout du compte, vous voyez par exemple une scène de conversation entre Stéphane et Fifi, où Fifi lui parle de sa famille. Et ce qui venait assez tard dans le film. On se disait, bah, c'est important quand même qu'on voit qu'il s'intéresse à elle et que Fifi lui apprend des choses sur le fait qu'elle a 9 frères et sœurs et plus neveux et puis son beau-père et puis etc. Mais en fait, on se dit, mais on s'en fiche parce qu'à ce stade du film, s'ils devaient se dire ça, ils se le sont déjà dit et nous, spectateurs, on le sait. On n'a pas besoin de voir que Fifi le dit à Stéphane pour savoir que Stéphane est au courant, puisque nous, on est au courant. Et on est avec Fifi, on est aussi avec Stéphane. Donc en étant avec Stéphane, on comprend, parce qu'on connaît la situation de Fifi. C'est comme si Stéphane la connaissait aussi à travers nous. Voilà juste un exemple.